dans le septentrion. Gueuler, bonjour. Bonjour, Nounyama France. Bonjour aux auditeurs de la référence sportive. Les 91.9, la rue des Colibris. Jean-Luc Coudjonou, bonjour. Voilà, il est à l'écoute. Et vous salue également. Alors, aujourd'hui, c'est la finale de la Coupe de l'Indépendance. Qu'est-ce qu'on se dit là-bas? Ah oui, ben, je crois que hier soir, nous étions à Tchamba pour une finale de la Coupe de l'Indépendance. À Tchamba. Avant le défilé, je crois que l'imam a prié pour la victoire de Koroki, Métété de Tchamba, et au niveau de la grande mosquée de Tchamba, au coup dès qu'on a fini la prière, on a dû rappeler le nom de Koroki, et on a accompagné cela des souhaits du Coran, et je crois qu'il y aura de l'électricité dans l'air. En 2016, c'était Koroki qui était reparti avec le trophée en battant l'équipe de l'AS Sogopor, et cet après-midi, c'est face à Domido. On verra la faisabilité. Ils veulent faire la passe de poids, hein, parce qu'en aller-retour du championnat, ils ont réussi à battre Gomido à Tchamba et à Palimé. Et cet après-midi, c'est sur terrain neutre. Mais attention, les Chocois de Palimé ne l'attendent pas de cette oreille. Pour eux, jamais 203 Nounyama France. Voilà, Gueuler Inoussa. Donc, on est prêt. On veut gagner ce trophée au niveau de Koroki Métété de Tchamba. En tout cas, la passe de 3, vous l'avez dit. En championnat en aller-retour, le club de Tchamba a dominé Gomido. Peut-être une revanche cet après-midi. Qui sait, on verra bien. Alors, autre chose à souligner. Ah oui, mais je crois que nous sommes toujours dans la fête de l'indépendance. Et l'indépendance est fêtée même dans les hameaux les plus reculés. Et hier à Tchamba, une finale préfectorale au niveau de la Coupe de l'Indépendance. Victoire de Afem Boussou sur Cambolé aux épreuves fatidiques des tirs au but 3-2 à la fin des 90 minutes. Un but partout. Cambolé ouvre le score et se fait rattraper par Afem Boussou dans une marée humaine où les gens ont traversé plus de 40 km pour venir sur cette finale. Et finalement, la Coupe a choisi son camp aux épreuves fatidiques des tirs au but. Victoire de Afem Boussou sur Cambolé au tir au but 3-2, comme on l'a déjà dit un peu plus haut. Et la fête a été longue. Vous savez, souvent quand c'est un village où c'est un camp qui remporte le trophée, loin de sa base, on prend la coupe, on la dépose dans la cour du chef de village ou de canton. Et après, c'est une réjouissance populaire jusqu'au petit matin, Nounyama France. Et voilà, donc ce qu'on va pouvoir dire, si vous voulez, y a-t-il d'autres informations à nous donner, Gueuler Inoussa, avant de vous laisser partir? Ah oui, mais je crois que vous n'êtes pas sans savoir que en milieu de semaine, les différentes commissions de la Fédération togolaise de football ont fait tomber les sanctions. Et quand vous prenez le cas de Semati de Sokone face à l'AS Sogopor, on a blâmé 2 joueurs et Semati payera 400 000 et il faudrait aussi dire vraiment la vérité que cette saison, bref, Semati est presque dans les 3 premiers, mais trop de sanctions. Trop de sanctions. Je le dis. Trop de sanctions. Mais trop de sanctions, comment si les gens le méritent, il faut sanctionner. Soit c'est Kofi, soit c'est Kodjo, soit c'est Isaac. Il y a beaucoup de choses à corriger dans cette équipe de Semati de Soukoué d'ici la fin de la saison, voire même la saison prochaine, parce qu'il faudrait que chacun joue efficacement son rôle sans s'imiter dans les rôles des autres. Si vous prenez le cas de Guy Kelty de Bassar, Guy Kelty, la décision est une décision vraiment dure, hein, dure. Pour le peuple Bassar, où Vikenti est suspendu pour 6 mois. Vikenti va élire domicile à noter pour la fin de cette saison. Et il faudrait aussi se dire que le président de Vikenti a commis vraiment des erreurs en faisant sortir une décision au moment où la fédération n'était pas encore en possession du rapport de du rapport de match, c'est-à-dire du dernier commissaire de match envoyé. Ça, c'était une erreur grave de la part du président Daoud. Bref, de l'air étant moitié de Bassar, il fallait laisser le commissaire prendre son rapport et déposer. Il y a peut-être des excuses à faire, mais après un match joué mercredi, jeudi, où le président même n'était pas là, avec des résultats par ici et par là, Vicenti, le président a créé une situation qui a vraiment ouvert la porte à la Fédération togolaise de football de taper fort sur ce club-là de Bassar. Je crois que Taoun a failli à la mission. Il ne fallait pas écrire et laisser les rapports des arbitres, du commissaire arriver. Et là, le reste, maintenant, on pourra peut-être décider. Mais tel que le président a dévanté le débat, cela a coûté cher à ce club-là. Mais est-ce que c'est le fait, Gueuler, est-ce que c'est le fait d'avoir produit déjà un communiqué après les violences avérées au stade de Bassar qui corse l'addition pour ce club-là? Moi, je ne pense pas.
justement, parce que nous, Yama France, vous savez, Dikenti de Bassar, il y a eu des situations, hein, depuis le 11-0 contre Maranatha Football Club de Fioko, après le 11-0, autre situation de déclaration de Daoud, et je vous dis que parfois, nous, Yama France, en matière de droit, on peut voler et nier, hein. Je peux voler peut-être une somme de Jean-Louis Koujonou et dire que je n'ai pas pris. C'est quand les enquêtes vont confirmer ce vol de Inous Aguilera au domicile de M. Jean-Louis Koujonou, et là, la sanction sera grande. Quand Daoud a dévancé les débats, je vous dis que les portes sont grandement ouvertes. Ce boulevard s'est transformé en un boulevard du mono ou bien en un boulevard motorway du côté du Ghana, et là, la fédération n'a pas eu pitié de ce club Bassar, et la décision est une décision trop forte. Certes, il y a eu violence, on était témoin oculaire et auditif, mais 6 mois, je vous dis haut et fort, nous, Yama France, que c'est trop pour un club. Vous ne faites pas partie de la commission de discipline. Il faudrait préparer en quelque sorte 3, 4, 5, 6 millions, hein, bref, pour les 6 dernières journées. Parce que si j'ai dit domicile à noter, il faut peut-être chercher l'hébergement, la restauration à Tapamé, aller jouer, remonter sur Bassar, parce qu'à la fin, parce qu'à partir du 27 mai prochain, ça va se jouer mercredi, dimanche, et quand Vikenti va partir de sa base, le 27, pour aller jouer contre Agada au Sport de Lomé, pour rallier peut-être Bassar, il faut attendre peut-être à quelques jours du début de la Coupe du Monde, le 14 juin, nous, Yama France. Merci Gueuler Inoussa d'avoir partagé ces détails avec nous. On est ensemble. Allez, excellent week-end. Le rendez-vous est pris pour cet après-midi, pour la Coupe de l'Indépendance. Et le reste maintenant, nous y serons le 5 pour pousser la Togo pour aller en victoire face au Roya de Conakry. Très bientôt, Gueuler Inoussa. On parlait donc du bilan depuis 58 ans. Quel est le bilan qu'on peut faire au niveau de tous les sports? Tianile Bana, bonne arrivée, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de Sport FM et à tous ces animateurs. Aristide Kouévidien, bonne arrivée. Merci, bonjour à tous. Et la session du Togo à la souveraineté internationale, ça s'est bien passé hier. On a bien réfléchi ou bien on a fait la fête? Quand vous parlez... Bon, de toutes les façons... Parce que beaucoup disent, oui, moi, ce n'est pas une fête pour moi. J'ai réfléchi à comment développer le sport de ce pays. J'ai pensé à autre chose. J'ai beaucoup réfléchi. Non, de toutes les façons, pour moi, ça a été une journée de réflexion. Je me suis posé plusieurs questions, justement... la question fondamentale liée donc à notre liberté, est-ce que après 58 ans nous sommes vraiment libres, est-ce que nous sommes vraiment indépendants? Oui, parlons du sport, est-ce que nos sports, parlant bien évidemment du sport roi, le football, qui draine autant de monde aujourd'hui sur les stades, même si ce n'est pas aussi le cas dans notre pays, le Togo, est-ce que nous sommes dans cette perspective-là d'aller vers, disons, l'émergence, où nous voulons suivre simplement ce qui se fait ailleurs dans la médiocrité et que nous espérons peut-être avoir une certaine démarche qui n'honore pas, n'est-ce pas, notre football. Je crois certainement que c'est dans cette démarche que moi j'ai beaucoup plus vécu cette journée d'hier, le 27 avril. Oui, en bon chrétien aussi, ça a été une journée de recueillement pour prier, n'est-ce pas, pour ceux-là qui ont versé leur sang pour la cause de la patrie. Je crois aussi que le 27 avril, c'est aussi une journée de recueillement pour ceux-là qui ne sont pas forcément chrétiens, mais qui pensent véritablement que il y a eu quelque chose qui a été, en termes d'avancée, été acquise, en tout cas par notre pays, le Togo. On va y revenir. Oui, Jean-Louis Koujonou, on était avec vous, mais comment expliquer le fait que dans le temps, il y avait des clubs forts, comme l'Étoile Filante, on parlait de la Modèle, il y a d'autres clubs, on a même parlé des Cessiors, j'ai pas connu ce club, mais j'en ai entendu parler, des clubs forts qui aujourd'hui ont pratiquement disparu. Mais ainsi va le Togo, ça il faut pas se voiler la face, parce que je ne peux pas comprendre que si quelque part vous voyez que quelqu'un a bien débuté une chose, et d'un seul coup, vous voulez freiner la chose, je ne sais pas ce qu'on a derrière la tête. Et si quelqu'un est dans un très bon élan, il faut plutôt essayer de l'accompagner, de l'entourer de tous les soins pour que l'objectif que la personne s'est fixé soit atteint. Et brutalement, on coupe. Parce que ceux qui ont arrêté les bonnes choses en sport dans ce pays n'avaient pas d'objectif pour couper.
C'était une certaine brutalité. Et voilà, et depuis, je dis, depuis 1975-77, où les équipes ont été bloquées, restructurées, je dirais, depuis là, on n'a pas eu d'émergence. Peut-être de 78 jusqu'en 84 encore, même jusqu'en 90, il y avait encore de l'émulation, il y avait encore de la volonté de mieux faire. Mais joignant un peu la politique au sport, ça fait que on n'arrivait plus véritablement à savoir s'il faut développer ce sport ou s'il ne faut pas le développer. Donc on a carrément passé une éponge sur ce que c'est que le sport dans ce pays. Et c'est ce que nous vivons jusqu'à ce jour. Et si on ne change pas de mentalité, on continuera toujours de descendre. Oui, Tchani Lebana. Moi, je veux un peu renchérir ce que mon collègue vient de dire. Mais vous savez, depuis l'indépendance, nous avons eu des clubs très forts. Nous allons parler de la modèle, de l'Étoile filante, du Dynamique togolais. Il y avait Essor, Session, il y avait beaucoup de clubs. À Tapamé, il y avait des clubs. Il y avait 2 clubs phares. À Palimé, il y avait 2 clubs phares. Lesquels, vous vous souvenez? Oui, je me souviens, il y a... Étoile filante de Palimé. Il y avait Étoile filante de Palimé. Il y avait d'autres clubs qui étaient là. À Sokoré, il y avait le Racing. Racing Club de Sokoré. Le Racing Club de Sokoré qui avait... la meilleure équipe de la zone. Ouais. Il y avait Cornerstone et il y avait Bonne Chance. C'est le nom d'un club. C'est le nom d'un club. Bonne chance. Bonne chance. Donc, il y avait Espérance aussi. Oui, Espérance, il y avait 4 clubs. Et vous allez voir, ces clubs avaient des identités. On pouvait avoir des repères. Le Racing, c'était le club des étrangers. Des enseignants venus d'un peu de partout. Donc, c'était l'équipe la plus technique. Et on se sentait à l'aise. Quand vous allez à Dapan, il y avait Asso. Il y avait le Real. Le Real aussi représentait comme le Racing à Sokoré. C'était le club des enseignants et des fonctionnaires de l'État qui étaient venus d'ailleurs. Donc on se retrouvait. Mais je vois que après les années 90, le football a commencé à perdre sa lettre de noblesse. Les clubs n'ont plus d'identité. Et si vous voyez les dirigeants qui sont venus à la tête de ces clubs, étaient des dirigeants qui sont venus pour leur propre intérêt. Parachuté. Soit intérêt financier ou politique. Et jusqu'à nos jours, aujourd'hui, si vous prenez tous les clubs, c'est soit un député de la place ou un ministre dans le gouvernement. Ou un militaire. Ou un militaire qui s'occupe de ce club pour avoir la popularité de sa région afin de se faire élire. Non, afin de miroiter le pouvoir en place. Parce que le pouvoir en place, qu'est-ce qui se passe? C'est ceux qui ont la popularité chez eux, qui sont vraiment des nantis, qui ont de bonnes places. Alors que par le passé, c'était vraiment par la passion. Les gens venaient dans le sport par conviction et passion. Il n'y avait pas d'intérêt. Il n'y avait pas d'intérêt. C'est une question de mérite. Hein. Par amour. Par amour, oui, bien sûr. Par amour du sport. Oui. Donc aujourd'hui, les données ont changé. C'est ça qui a ralenti le sport au Togo. C'est ça qui a ralenti surtout le football. Les autres domaines, je ne maîtrise pas, puisque le football étant le sport roi, et autour de ce sport, on peut réunir beaucoup de monde. Donc vous avez vu. Et quand un politique qui n'est pas bien imprégné dans la matière sportive vient prendre cette matière, il peut que causer du désordre. On peut pas s'attendre à des résultats. Il n'y aura pas de résultats. Charles Panou, lorsqu'on a évoqué la question des infrastructures. Oui, aujourd'hui, on va dire l'un des problèmes du Togo sur le plan sportif, c'est naturellement l'absence de ces infrastructures. 58 ans d'indépendance, qu'est-ce qu'on a pu faire? Qu'est-ce qui peut expliquer le fait que le Togo n'ait pas
d'infrastructures. Alors qu'à côté, on fait une comparaison toujours. À côté, au Bénin, on a beaucoup de salles, par exemple, pour les sports. On a au Ghana des salles de sport. Au Niger, des pays qui étaient très loin en matière sportive, qui ont réussi à construire des salles de sport. Mais le Togo, on a tenté de construire un gymnase en 2007 qui devait coûter, on va dire, 200 000 ou 150 000 euros. On a fait la pose de la première pierre et puis après, tout a disparu. Vous ne pouvez même plus retrouver la pierre dans la zone de Kégué là-bas. Mais qu'est-ce qui explique ça? Mais je pense que le jeune frère vient de dire la vérité. C'est cru. Et tout le monde connaît la réalité. Les raisons pour lesquelles ça ne marche pas, ils l'ont dit. Et je crois qu'il y a les décideurs. C'est une question de volonté politique. Moi, j'ai dit tout à l'heure, c'est une question de programmation, de gestion professionnelle. Et que ceux qui peuvent le faire, ils existent. Et allez prendre Togo presque de 88 à 92 et regardez comment on a géré le football togolais. Et prenez les réunions, les états généraux qui ont été organisés dans ce pays. Quelles sont les recommandations qui ont été faites par les participants? Vous connaissez que vous pensez qu'on ne connaît pas les voies et moyens par lesquels on peut changer les choses? On les connaît, c'est parce qu'on il n'y a pas de volonté, c'est ça? Ah oui, il faut le faire. Moi, j'étais à la place, par exemple, au lieu d'engager les cadets qui ne sont même pas entraînés aux compétitions, moi, je prendrais cet argent-là au moins pour construire une salle. Ou bien placer les fondements. Et c'est déjà quelque chose qui existe. Monsieur Kaka, tout à l'heure, a dit que il y a les entraîneurs de haut niveau. Il est instructeur sur le plan mondial. Il va donner des cours dans des pays. Et également, je suis instructeur en volleyball. On va donner des cours dans les autres pays. Est-ce que le Togo n'a pas de spécialistes? Est-ce que le Togo n'a pas de joueurs? C'est Odile, non? La petite fille. Dans le temps, les pays maghrébins avaient peur du Togo. Et chaque fois qu'on participait à des compétitions, on ramenait des médailles. Que ce soit même en handball. Les Algériens venaient nous supplier de les laisser, c'est-à-dire de nous laisser battre pour au moins parce qu'ils ont des problèmes chez eux. Parce que nous avons une équipe forte. Vous avez évoqué le nom du ministre Voulé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé des techniciens. Pour le hand, c'était un Roumain. Pour le volley, un Tchèque. Et pour le basketball, un Russe. Et en ce moment-là, mais le Togo était considéré sur le plan international. Le sport avait un niveau. Le sport avait un niveau. Et je crois que c'est à partir de cela, les entraîneurs qui sont actuellement aujourd'hui là, ils ont pris leur source à partir de cette action de développement. Dans le temps déjà, si on arrivait à recruter ou bien à prendre comme entraîneur les Roumains, les Russes, les Français, les Tchèques, les Chinois. Mais 40 ans après, pourquoi ne peut-on plus le faire? C'est la question. On dit, nous disons, c'est une décision politique. Oui. Monsieur Voulé, qui faisait partie du bureau politique, il s'imposait, il donnait les arguments, ce que le sport pourrait faire pour ce pays. L'État est découragé actuellement, par la tournure des choses, peut-être? Actuellement? Oui. Moi, je ne fais pas partie de ce siècle, donc je ne sais pas. Lorsque vous voyez un peu ce qui se passe. Moi, je ne vois plus d'action. Oui. Avant, on voyait d'action. Pendant les vacances, le sport de marche marchait. On a créé un département piloté par le doyen Kenom, avec Christian. Oui. Pendant les vacances, tous les espaces vides là, les terrains étaient exploités, animés par les jeunes, les élèves, ils étaient là. Et on demandait combien? Au moins pour les encadreurs, peut-être 10 000 francs, au moins comme agent de poste du fait qu'ils s'occupent. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça actuellement? C'est ce que je dis. Par exemple, au lieu de dépenser des millions pour faire jouer des gens qui ne sont pas préparés, prenez cet argent-là et mobilisez dans les préfectures, prenez des gens qui vont travailler à la base. Nous sommes en train de faire l'élitisme. Vous savez ce qu'on appelle l'élitisme? Oui, bien sûr. C'est ce que faisaient les pays de l'Est. Ils mettaient énormément de l'argent sur les meilleurs, qu'ils mettaient dans de bonnes conditions. Mais ils ne se lèvent pas pour le faire. C'était une politique qui était adoptée pour faire du sport une propagande pour l'État. Ici, on récupère seulement les victoires quand, à base de sacrifices des personnes individuelles, c'est quand on est capable d'arriver à avoir une médaille alors qu'on exploite cette réussite, alors que tout ce qui a été fait depuis des années pour arriver à ce niveau, on ne le sait pas. Comment voulez-vous qu'on donne à la veille du départ l'argent avec lesquels on devait préparer l'équipe? C'est à la veille du départ qu'on donne ça. Les joueurs n'ont même pas de chaussures.
Alors c'est en partant que les joueurs ont ces chaussures, alors que les joueurs devaient s'entraîner avec ces chaussures. Regardez nos collègues, les Togolais, qui font, c'est-à-dire, qui développent l'espoir dans des autres pays. Tchanilé lui-même. J'étais au Niger, je l'ai vu, il a travaillé. Il y a un Togolais aussi qui est actuellement au Mali, qui est considéré. Est-ce que nos entraîneurs locaux ici sont considérés? C'est la question. Oui, le Sonkaka, aujourd'hui, le problème du Togo, c'est l'absence des infrastructures. Dites-vous, c'est ça? C'est le seul problème? Non, c'est pas ça. Pour faire du développement, il y a d'abord le développement des infrastructures, le développement des structures. C'est-à-dire réformer au niveau des textes, réformer les textes. Il y a les structures, les infrastructures. Il y a, comment on dit, la formation de cadres. Il y a la formation des joueurs. Voilà, c'est tout un ensemble. Et puis, il y a les finances. Alors, moi, je me demande, tout est lié. Vous, alors, à votre niveau, pensez-vous que l'État s'est désengagé? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est... Vous avez des difficultés à avoir de l'argent pour participer à des tournois. On a parlé des conventions d'objectifs qu'on ne respecte pas. Et voilà. Vous avez certainement quelque chose à dire. Quelqu'un a pointé du doigt. Oui. Nous signons chaque année les conventions d'objectifs. Mais je dirais que les 2 dernières années, nous en avons signé, mais nous n'avons rien eu. Cette année, nous avons signé, mais nous avions besoin d'amener toutes nos équipes jeunes au championnat d'Afrique à Abidjan. Nous n'avons pu amener que les U21 et les cadettes. On vous donne des explications? C'est le problème du président. C'est le président qui va à ces négociations. Oui. Alors, moi, je me pose une question. Je parle du sport, du football. Je ne suis pas footballeur. Alors, si vous prenez des équipes comme l'Étoile filante de Lomé, et Hafia de Conakry, Ashanti Kotoko, Kano de Yaoundé, c'est des équipes qui ont pratiquement le même âge. Mais aujourd'hui, vous rencontrez, vous voyez le tout-puissant Mazembe qui remporte la Champions League, Ashanti Kotoko qui est toujours là. Toutes ces équipes sont encore là, sauf les équipes togolaises. On n'entend plus parler de la modèle ni des étoiles filantes. Je me demande pourquoi. Vous vous demandez pourquoi? Vous ne trouvez pas de raison pour ça? Quelqu'un a parlé de... il n'y a plus d'identité, il n'y a plus d'amour propre pour ces sports. Les gens viennent par intérêt désormais. Mais tous ces pays africains ont des difficultés. Tous les pays africains ont des difficultés. Mais pourquoi nous seulement? C'est la question. On en a plus. Oui. Vous voulez... oui, je voudrais dire que nous sommes en train de chercher certaines raisons, mais je pense que le sport en général au Togo est mal géré. Partant même des clubs. Je dis, vous dites, on parle de l'État, je dis, est-ce que le peu d'argent que l'État donne, est-ce que c'est bien géré? Le peu que l'État met à la disposition du sport, ça aussi c'est mal géré. Avant, je me rappelle, quand on faisait partie d'une fédération, il y a les textes qui disent, les statuts sont là, mais ils ne sont jamais appliqués. Il y a des réunions régulières. Par exemple, si c'est les fédérations, au moins une réunion hebdomadaire. Maintenant, des institutions qui gèrent le sport togolais ne se réunissent même pas. Et quand vous prenez les fédérations, la gestion de ces fédérations, c'est entre la main du président, de son secrétaire, qui font des trucs en privé. Tous les 12 membres du bureau ne savent pas ce qui se passe. Et je vous dis, je connais sur le plan mondial, il y a les fédérations mondiales qui injectent énormément d'argent sur le plan national. Mais je crois qu'il faut faire un audit du sport togolais. Comment c'est géré? L'argent qui vient de l'extérieur, comment c'est géré? Et je crois que même l'État, au niveau de l'État, ils ne sont pas au courant des aides que donnent les instances mondiales pour le sport national. Et en plus du peu que l'État, moi je crois que tout cela pose problème. Et comme le dit notre ami, les gens sont venus pour des intérêts. Et c'est le président. Regardez ce qui se passe au niveau de la FIFA. Des gens qui avaient travaillé, le président a la latitude de payer un travail qui n'est pas. Donc ça se passe également au niveau des pays africains. Et puis c'est pire. Un pays africain qui représente une institution, qui va sur le plan mondial et qui rencontre un président mondial qui a la facilité de décaisser et de dire au président, voilà, je vous donne de l'argent, vous faites ceci pour moi. Ça, on ne le sait pas. Et ça existe. J'ai travaillé sur le plan mondial en tant que directeur de la Confédération africaine de volleyball. La corruption à ce niveau. Or, ça ne profite pas aux joueurs, mais ça profite énormément aux dirigeants.
les dirigeants eux-mêmes qui tirent beaucoup d'intérêt, de bénéfices de la chaîne du sport actuellement. Alors que les vrais acteurs, les joueurs, les entraîneurs, les soignants, eux ne gagnent rien. Et avant, quand nous étions présidents de fédération, on payait de nos poches les billets d'avion pour aller aux réunions mondiales. Actuellement, presque dans je ne vous interromps pas. Ouais, avant d'être président de fédération, vous étiez le secrétaire général de la Fédération togolaise de football. Merci. Oui, j'étais secrétaire général. Et je vous dis, là, on était 5 à diriger le football togolais. Parce qu'on avait déjà, le président avait déjà compris qu'en ce temps-là, les gens viennent pour leurs intérêts. Et maintenant, on a pris des spécialistes, des jeunes de bon niveau qui pourraient travailler pour le pays. Et en ce moment-là, nous avons cette culture. Et quand on vous met à une place, vous avez l'obligation des résultats. Et ce n'est pas actuel. Dès que vous ne donnez pas les résultats, là, un midi, on peut vous sauter. Ce qui fait que les 5 personnes qui étaient placées, il y a M. Edo qui est encore là, ancien ministre de l'enseignement supérieur, directeur du port. Agbéome a été trésorier général de la Fédération de football. M. Libib et M. Bidamon. Et on a cherché, c'est pour cela que je dis, prenez la Togo Presse. En ce moment-là, on organisait un championnat national cadet et junior. Et on avait pris un règlement ensemble avec les dirigeants du club. Il y avait même une équipe espoir. Voilà une équipe espoir. Il y avait une équipe espoir. Et Christian, moi j'ai accompagné 2 fois les cadets, les juniors togolais, c'est-à-dire à Châteauroux et à Klamsi pour jouer des compétitions de vacances. Donc, mais je disais, nous avons mis dans les règlements, pour participer à un championnat national senior, vous devez nécessairement avoir une équipe faneur senior et une équipe cadet ou junior. Et ça, ce règlement-là existe dans les autres pays. Il y a des voies, les gens savent ce qu'on peut faire pour développer. Ça veut dire, ce n'est pas qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ne veulent pas faire. Ils sont venus pour autre chose. C'est une méchanceté. C'est une méchanceté. Et c'est ce que je dis, les dirigeants, là, ceux qui voyagent au nom de nos pays, eux, là, ils mettent dans leur poche, ils ne pensent pas au pays. C'est-à-dire le pays s'appauvrit alors que ceux qui se disent dirigeants, eux, ils s'enrichissent. C'est paradoxal, voulez-vous dire. C'est paradoxal. Oui. Et moi, je vous donne un exemple. Nous avons cette tendance au pays que, bon, effectivement, les bonnes volontés, les autres n'ont pas la liquidité. Donc, un entraîneur qui crée un club dans un quartier, qui veut faire participer ce club-là à une compétition qui se joue, si je prends Adidou comme qui se joue à Baguida, comment il va faire les déplacements? Automatiquement, il fait appel à quelqu'un qui a les moyens dans le quartier. Et ce monsieur qui a les moyens devient automatiquement président. Et pour participer à une réunion sur le plan national, c'est lui qui va. Donc, il rentre dans la ligue, après il rentre au football, et il est président de la fédération de football, sans avoir eu de vécu dans la manière de gérer un petit club. Lui seulement, c'est comment commander, donner l'argent. Et il continue le même comportement au niveau du sport sur le plan national. Bien. Vous voyez à peu près. Alors que dans les autres pays, quand vous voyez les dirigeants de tous les autres pays, la plupart, soit ils ont été championnats mondial, national, ils ont participé aux Jeux Olympiques, ils ont fait ceci ou autre. Ils maîtrisent le rouage. Ils maîtrisent le rouage. Ce n'est pas ce n'est pas la génération spontanée. On se lève, on voit qu'il y a avec le sport, on peut avoir de la visibilité. On construit un stade, on fait ceci, on dit on se présente là, on est là. Mais regardez sur les fédérations européennes, les gens, le président du CIO, il a été champion olympique. Le FIFA Platini était là, Platini a joué au haut niveau, mais prenez nos dirigeants, ceux qui dirigent, c'est-à-dire le sport, est-ce qu'ils ont des vécus sur le terrain pour savoir que quand on est joueur, il faut se lever très tôt, il faut aller aux entraînements chaque fois, il faut faire des sacrifices. S'ils ont souffert, ils ont revendiqué en tant que joueurs, là, ils seront satisfaits au désir des joueurs. Ouais. Ils n'ont pas souffert. Nous, ceux qui ont été sur le terrain, ont critiqué les dirigeants qui étaient là. Quand ils sont là, ils savent que nous contestons cela. Nous sommes maintenant à la place. Il faut faire ce que nous souhaitons. Voilà, on va marquer juste une pause et derrière, on vous retrouve. Oui, 58 ans de sport au Togo. Bon, le sport à partir des années 60, il semble que de 60 à 67, il n'y avait pas de ministère de sport. Il y avait, on va dire, ce ministère est inclus au niveau au ministère de l'Éducation nationale, et c'est à partir de 67 avec le régime Eyadema que le ministère des Sports a été vraiment mis
mise en place. Aristide Kouvidien, comment expliquer ce fait? Beaucoup se le demandent aussi. Un pays qui ne sort pas beaucoup les moyens pour le sport, un pays qui manque tellement d'infrastructures. Comment a-t-il pu se qualifier pour 3 Coupes du Monde dans 3 catégories différentes, cadet, junior et puis senior? Oui, il faut forcément aller donc aux origines, fouiller, voir comment ces équipes sont arrivées à se qualifier justement. Mais avant de rebondir sur cet aspect de votre question, moi je crois également qu'aujourd'hui, il faudrait quand même qu'on fasse aussi la part des choses en disant simplement que chaque temps avec ses propres vérités. Oui, aujourd'hui, dans le monde sportif, il faut dire que la vérité d'hier peut ne pas être la vérité d'aujourd'hui. Elle ne sera en aucun cas la vérité donc de demain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que les doyens ont vécu, par exemple, il y a de cela 50 ans, n'est pas forcément ce que nous vivons aujourd'hui. Elle ne sera pas non plus la même chose avec les prochaines générations. Mais si on fait bien à cette époque, pourquoi on ne peut pas copier? On ne peut pas faire la même chose. Vous savez, c'est bien dit, puisque l'adage dit simplement que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Mais on ne remplace pas, en tout cas, la nouvelle corde avec l'ancienne. Ce qui voudrait dire simplement qu'aujourd'hui, quand nous prenons ce qui se passe dans le monde, particulièrement dans le monde du football, c'est devenu du business, c'est devenu une entreprise. Et je le dis simplement parce que le public sportif ne se fait plus prier aujourd'hui à prendre d'assaut les stades ou à s'abonner aux plus grandes chaînes sportives, vous le savez mieux que moi. Le public sportif aime le beau jeu simplement parce qu'il connaît un certain Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Salah, Kylian Mbappé, Yaya Touré, Didier Drogba ou d'autres vedettes africaines notamment. Ça veut dire simplement que si aujourd'hui nous n'avons pas de légende qui puisse attirer, n'est-ce pas, le public sportif vers les stades, n'attendons-nous pas forcément à ce que les investisseurs puissent mettre de l'argent dans ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, dans d'autres pays, ça évolue simplement parce qu'on a des stars. Ça évolue simplement parce que ceux qui sont devant ont une certaine vision pour la chose publique. Nous avons des stars ici, mais pourquoi ça ne marche pas? Non, mais avant même de revenir sur cette question, vous parlez de stars. Vous voulez parler de qui, par exemple? Emmanuel Adebayor, c'est une star. Nous parlons par exemple du football togolais. Emmanuel Adebayor, pourquoi il n'a pas choisi de jouer au Togo, mais il joue ailleurs? Son niveau dépasse celui du Togo désormais. Il faut qu'il aille chercher. Mais quand vous prenez par exemple les Aristide Bansé qui ont choisi, n'est-ce pas, ils sont aussi des stars, mais ils ont choisi par exemple de jouer en Afrique. Ils sont en fin de carrière. Non, c'est une question d'intérêt. C'est une question d'intérêt. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, le sport est devenu une entreprise, c'est-à-dire que c'est du business. Le joueur. Les doyens ont parlé tout à l'heure d'une question fondamentale liée par exemple aux joueurs qui venaient au sport pour amour. C'est-à-dire ils venaient par amour, mais aujourd'hui ce n'est pas forcément le cas. Quelqu'un, par exemple, avec l'assistance d'un agent de joueur qui entre, disons, dans une compétition, c'est forcément pour gagner quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, on parle des millions de dollars, on parle de beaucoup de millions de transferts de joueurs, etc. etc. Ce n'est pas forcément la même chose que nous vivons aujourd'hui. Alors, parlant bien évidemment de l'image de nos sports, moi je crois que les sports, généralement en Afrique, sont à l'image des leaders. Sont véritablement à l'image des leaders parce qu'il y en a qui viennent non pas pour les ambitions du pays, mais pour leurs propres intérêts. Rappelez-vous, si le Togo, par exemple, n'a pas eu la chance de se qualifier pour la Coupe du Monde, on a tous regretté. Mais on n'était pas probablement prêt à verser des larmes. Ceux qui ont pleuré, moi je sais pertinemment que c'est des gens qui sont venus, ou des intrus qui viennent pour se faire nommer dans des commissions, pour dilapider l'argent du contribuable togolais. Et donc, dans ces conditions, je crois que ça peut amener certaines personnes à être, disons, réticents vis-à-vis de ce qui se fait. Alors, je donne encore un autre exemple. Vous avez parlé bien évidemment des grands clubs. Oui, on parle aujourd'hui de l'Étoile filante de Lomé, de Dito, du Dynamique togolais, bien évidemment, il y a cela quelques années, vingtaine d'années. Mais je crois que les réalités aujourd'hui nous amènent à conclure d'une certaine façon en disant simplement que quand vous prenez la plupart des pays africains, je prends justement la Côte d'Ivoire, le Bénin ou encore le Burkina, ils venaient apprendre à jouer ici. Ça, peut-être, beaucoup ne le savent pas. Ces Burkinabés venaient apprendre à jouer au Togo. Ces Béninois venaient apprendre. Ces Ivoiriens venaient apprendre. Pourquoi est-ce qu'après 30 ans, 50 ans, nous sommes maintenant en arrière? Ils ont même copié les noms des clubs togolais. Je veux parler de l'Étoile de Ouagadougou. Ah oui. À partir de l'Étoile filante, ils ont créé leur club. Et ils s'habillent de la même manière. C'est vrai. Et aujourd'hui, nous citons ces pays en exemple. C'est déplorable. Ça veut dire que comment est-ce qu'on ne peut pas se poser la question de savoir, au moment où ces pays, où ces dirigeants des autres pays africains venaient nous copier, comment ces dirigeants ou ceux qui étaient aux affaires au Togo, comment ils ont fait
pour que nous puissions être à un niveau assez acceptable pour que les choses puissent nous copier et qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation assez déplorable. Qu'est-ce qui explique ça? Oui, c'est ce que je dis. Ceux qui viennent au sport ne viennent pas pour les ambitions du pays, mais pour leurs propres intérêts. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation assez déplorable. Quand, par exemple, on parle du Togo à la Coupe du Monde, vous avez vu les conditions dans lesquelles on s'est qualifié, n'est-ce pas? D'ailleurs, je vous donne un exemple. Tchalele Bana, hier ici, on a parlé de certains Adebayor, grâce à qui on a eu quand même à marquer beaucoup de buts lors des éliminatoires qui nous ont conduit, n'est-ce pas, à cette Coupe d'Afrique. C'était d'ailleurs le meilleur buteur, voilà, avec 11 le meilleur buteur. réalisations. Mais rappelez-vous, Adebayor est venu en sélection comment? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire, disons, comment dirais-je, un retour en arrière pour se poser la question comment le Togo est arrivé à avoir cette équipe, par exemple, pour se qualifier au mondial et qu'aujourd'hui nous sommes dans des hésitations. Tchalele Bana sait comment Adebayor est venu en sélection. Il sait quel poste Adebayor devait jouer. Il sait comment il a réussi à convaincre Adebayor pour qu'il soit attaquant et permettre aujourd'hui à une autre génération. Parce qu'aujourd'hui, il faut également préciser, beaucoup de personnes dans ce monde du sport ont été victimes d'injustice. Ça, ayons quand même le courage de le dire. Que ce soit dans le domaine du volleyball, que ce soit par exemple dans le domaine du tennis, handball ou encore le football en boxe. Il y a eu beaucoup d'injustices. Et les gens traînent ces injustices. Ça aussi, ça ralentit le ça ralentit. Oui. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont à l'écart. On dit, laissez-les, ils vont le... Ben, nous, la personne va se dire, ben, nous, quand on était aux affaires, on a eu ci, on a eu ça. Mais ces personnes qui ont contribué à arriver à un certain moment dans l'histoire de notre sport, ont contribué à l'émergence donc de cette activité, sont à l'écart parce que ils se disent, ben, on a été victime d'injustice, on a réussi à faire qualifier le Togo, peut-être pour telle compétition, on nous a écartés. On a réussi, par exemple, à aider le volleyball, parce que, moi, je vous donne, peut-être, je parle donc sous le contrôle du Bayern. Vous terminez, on va terminer dans le domaine du volleyball. Vous savez que la plupart qui venaient dans cette discipline se posaient la question de savoir, oui, c'est forcément qu'il y a quelque chose à gagner là-bas. Mais quand ils viennent aux affaires, ils se rendent compte que toi-même, tu es obligé maintenant de sortir de l'argent. C'est une triste réalité. Je parle bien évidemment du volleyball parce que vous avez vu les conditions dans lesquelles il y a eu une certaine hésitation au niveau de cette discipline aujourd'hui. Comparativement à ce qui se faisait, le Togo qui a eu à participer à des compétitions internationales dans cette discipline, aujourd'hui, il y a eu cette hésitation parce que ceux qui sont venus, ils pensaient que ceux qui étaient là gagner ou bien ils n'ont pas de plan de développement. Oui, on va si vous le permettez donner la parole à Lansana Kaka qui va nous quitter va pour d'autres occupations. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire pour conclure, vous, pour permettre au sport de pouvoir décoller dans ce pays? Parce que vous l'avez dit, dans le temps, les autres pays viennent copier ici, viennent apprendre à jouer. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ces pays qui viennent apprendre ici sont aujourd'hui devant. Alors, c'est un peu difficile. Et d'autant plus que je ne vais pas nous demander d'aller copier chez ces pays-là maintenant. Mais je crois que le problème se trouve dans la volonté politique. Alors, si nos dirigeants ont vraiment envie de faire décoller le sport, ils le feront. J'avais parlé de manque d'infrastructures, de manque de structures, d'augmenter la compétence des entraîneurs et voilà. Mais mon souhait aujourd'hui, c'est de voir revenir le Togo. Je ne dirais pas de retourner en arrière, mais de retrouver du moins les résultats des années passées. En football, nous avons gagné avant la Côte d'Ivoire, le Nigeria, enfin, avec beaucoup d'autres pays, la Coupe de l'AOF. Le handball togolais était parmi les meilleurs en Afrique. Moi, j'étais handballeur, j'ai joué en équipe nationale de handball. J'ai joué une finale de la Coupe d'Afrique des clubs champions en 1979 avec l'équipe de la Souza. Vous voyez? Donc, en ce moment, on avait battu le Jaraaf de Dakar, qui était la meilleure équipe africaine en ce moment en demi-finale. Et on a perdu contre le Zamalek du Caire. Vous voyez, moi, je sais que les compétences existent au Togo. Nous avons une école de formation qui marche très bien. Nous avons des entraîneurs de bonne qualité. Nous avons de la ressource humaine. Le Togolais, il est très athlétique. On dit qu'on n'est pas grand, mais on est agile, on est véloce, on a toutes les qualités pour faire. On est endurant, on a toutes les qualités pour faire du sport.
Alors, je dirais aux entraîneurs de continuer à travailler, mais je dis toujours la balle est dans le camp de la politique. De l'État. C'est l'État qui va changer tout ça. C'est vrai, l'État ne peut pas tout faire. Les dirigeants doivent aussi faire l'effort d'approcher vraiment les bonnes volontés, mais... Les dirigeants là même, ils sont aussi dans l'État. C'est les mêmes dirigeants qui sont dans l'État. Voilà. Bon, mais vous voyez, on avait donné tout à l'heure l'exemple du ministre Volé. Ouais. C'était ce qu'on appelait réellement la volonté politique. C'était une volonté manifeste. Ça, il faut manifeste. le reconnaître. Hein. Mais le ministre voulait se promener dans la rue. C'était un vrai passionné du sport. C'est un passionné du sport, c'est un planificateur, c'est un visionnaire. Ouais. Vous voyez, il n'a pas vu le sport pour aujourd'hui, mais il l'a vu pour les années à venir. Je disais à une émission avec Franck il y a un mois que le ministre Voulé était venu à notre séance d'entraînement. Il nous dit, mais Kaka, qu'est-ce qu'on peut faire pour développer le tennis de table, pour que vous soyez champion d'Afrique? Moi, je lui ai dit, mais envoyez-nous en Chine. Il a dit, non, je ne vais pas vous envoyer en Chine, mais je vais vous trouver des entraîneurs chinois. Et quelques mois après, on a eu des entraîneurs chinois. Alors, avant chaque compétition, chaque championnat d'Afrique, le ministre voulait nous envoyer en Chine avec nos entraîneurs chinois. Nous allons faire 3 semaines, 1 mois, 5 semaines en Chine et nous nous rendrons directement au championnat d'Afrique. Mais les résultats étaient palpables. Aux Jeux africains en 78, le Togo, je le répète, tout le Togo avait 8 médailles et le tennis de table avait 7 des 8 médailles. Il n'y a pas de miracle, c'est le travail. Nous nous entraînons 6 à 8 heures par jour. Parce que nous savons que quand nous nous entraînons, à midi le soir, nous étions mis au vert. Nous étions mis au vert 1 mois et 5 semaines avant le début des compétitions. Maintenant, il n'y a même plus de mise au vert. Mais la mise au vert, ce n'est pas seulement manger, mais c'est l'esprit de cohésion, c'est l'esprit d'équipe. C'est comment les joueurs peuvent discuter entre eux, échanger les techniques, les tactiques et mettre en place des stratégies pour gagner. Tout cela manque aujourd'hui. Tout cela manque aujourd'hui. Il faut retourner à ces pratiques-là pour que le sport retrouve, on va dire... Mais il le faut. Si vous n'avez pas de bons entraîneurs, vous n'avez pas du bon matériel, et vous n'avez pas de bonnes installations, mais de temps en temps, le bon Dieu fait quand même très bien les choses. Pour certains de nos pays, nous n'avons pas ces moyens, mais de temps en temps, il nous aide maintenant à aller à une Coupe du Monde et à gagner quelques médailles. Nous savons pertinemment que nous n'avons rien fait pour mériter quelquefois certaines médailles. Ouais. Nous savons pertinemment très bien qu'on n'a rien fait. Mais Dieu aidant, et Dieu ayant pitié de nous quelquefois, nous avons quelques résultats. Voilà. Bien, on va marquer la pause de temps d'accompagner donc Lawson Kaka, je le rappelle, pongiste, directeur technique de la Fédération togolaise de tennis de table, qui est en même temps le ping-pong. Il est expert international, qui est venu partager ce moment avec nous. Mais merci quand même et à très 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 bientôt. Et on revient à une question qu'on n'a pas bien approfondie. Le Togo, au-delà de toutes ces difficultés, manque d'infrastructures, manque de moyens, ainsi de suite, a réussi quand même en 58 ans d'indépendance à se qualifier pour 3 Coupes du Monde, on le disait, au niveau cadet, junior et puis senior. Oui, vous avez une explication pour ça, vous, Charles Panou? Oui, mais bien sûr, puisque j'ai été secrétaire général de la Fédération de football. Mais avant cela, je vais encore revenir sur le ministre dont nous parlons, Voulé. Monsieur Voulé. Qu'est-ce que Voulé a fait? Voulé avait mis en place les opérations du sport de masse. Oui. Et je me rappelle que c'est en notre période, tant que nous avions commencé par signer les certificats de transfert aux Togolais. Avant, on ne permettait pas aux joueurs togolais de s'expatrier. Et je me rappelle, c'était dans les années 74. Pourquoi on les empêchait? À la maison du RPT en ce moment-là. Oui, on était à l'institut à plus. Denkewazo, Kalidose, et puis toi. Des enfants qui étaient partis jouer au Gabon, mais compte tenu des relations diplomatiques, on a fait venir militaire ces joueurs-là. Mais notez même. Voilà. Là, mais notez. Oui, et nous, on était à l'institut, on nous dit il faut venir au palais des congrès, on est allé les voir menotter. Pour humilier nos compatriotes. Et quand nous étions venus, on a dit non.
avec cette politique, le Togo ne peut pas progresser. Et la première personne à qui on avait signé le transfert, c'est Salou Bachirou, qui avec Cameroun était venu. Et bon, ça, je disais. Maintenant, vous aviez posé la question de savoir comment le Togo s'est fait pour qualifier. Non seulement il y avait les opérations de sport de masse, et il y avait les 4 stades. On a parlé aussi d'installations, l'importance des installations dans le développement du sport. C'est autant de volets qu'on a créé le stade à Sosa, en 1932, à Gaza. Et puis il y avait les Aiglons. Et l'étoile finale. Donc on avait créé ces 4 stades-là qui existaient et qui appartenaient au club et chacun faisait sa politique. Le ballon roulait chaque jour sur ces stades-là. Il y avait un travail continu. Non seulement il y avait un travail continu, il y avait le développement du sport scolaire. À part ça, il y a encore une opération que nous perdons de vue. Avec le doyen Amenda, et le regretter, on avait créé des centres de développement du sport. Akousan était en football, j'étais au volleyball. Monsieur Adam était au handball, et quelqu'un était au basket, quelqu'un était au tennis. Et on prenait de tous jeunes enfants qu'on entraînait. Et comment ce travail, on jouait le championnat national à tous les niveaux et ça marchait. Et la fédération avait participé, je crois, en 87 au Chili, junior. Au Chili. Et quels sont les joueurs qui avaient participé? C'est les joueurs qui étaient sortis de ces centres de développement, de ces opérations de sport de masse. Et moi, j'avais conduit l'équipe togolaise 2 fois à Klamisi et à Châteauroux, pour jouer contre des jeunes européens de même âge que nos joueurs. Ça veut dire déjà qu'à 15 ans, 16 ans, ces joueurs déjà avaient l'habitude des compétitions internationales avec des équipes de Barcelone, de Monaco, de leur jeune génération. Donc, ils n'avaient plus arrivé jusqu'à en arrivant, sinon il n'y avait plus de complexe. Et le joueur. Et Adebayor est sorti du centre de développement de M. Akousan. D'autres joueurs dans d'autres disciplines, nous avons un Togo aussi qui joue au hand. Et c'est ces équipes-là, cette manière de travail, cette planification à longue durée, c'est ça qui a fait qu'on a été qualifié. Mais les gens ne voient que les résultats. Les gens oublient que les joueurs, je me rappelle d'un Chérif Touré, et Lantam, Wadja Lantam, ils avaient joué à ces compétitions. Les joueurs qui faisaient les beaux noms en tant que ce sont des joueurs qui ont déjà à 15 ans, 16 ans joué contre de petits blancs. Et maintenant, actuellement, est-ce que les joueurs, est-ce qu'ils ne sortent même pas? Au niveau inférieur, on ne sait même pas qu'il y a une préparation. Le sport, c'est un automatisme. C'est une automatisme. Quand vous voyez Messi, Ronaldo et les joueurs qui doivent participer en Europe aux compétitions, par exemple aux Jeux Olympiques, déjà, ils sont sélectionnés. Ils ont 8 ans, 12 ans et déjà, on prévoit que ces joueurs-là vont participer à telle Coupe du Monde. Est-ce que le Togo a fait cette politique? Kaka l'a dit. Si nous avons des médailles, c'est avec l'aide de Dieu. Du hasard. C'est le hasard. C'est le hasard. C'est pas un truc. Ces qualifications-là, c'est du pur hasard. Non, les médailles que nous avons actuellement. Mais les qualifications, la Coupe du Monde 2006, ce n'est pas le président de la fédération qui avait conduit l'équipe togolaise pour les Jeux. C'est pas lui qui a préparé ces joueurs. Ces joueurs ont été préparés 8 ans avant, 12 ans. Et c'est le travail de 12 ans en étant jeune qui a fait que Adebayor se sentait avec des automatismes. Adebayor, dans sa conduite de balle, ne réfléchissait pas. C'est comme il marchait. Vous regardez les jongleurs. Bien sûr. C'est lui qui s'est... Et on a dit, Kaka dit, on s'entraîne le matin, le midi, le soir, chaque jour. Et vous savez qu'à la fin, vous allez voyager. Moi, je donne ça, cet exemple à mes joueurs dans mon centre de développement. Quand moi, je jouais, ma mère, qui était vendeuse d'igname, me disait, quand il me voit à 16 et 17, mais Charles, tu ne vas pas à l'entraînement aujourd'hui? Oui. Moi, maman me dit... Elle vous disait ça? Parce que quand on nous campe après, je reviens, ou bien on va à une compétition, je reviens avec 30 000 francs. Dans la poche, en tant que 30 000 francs, 15 000 francs. À l'époque? À l'époque, et comme j'étais jeune élève, je mettais tout en ça, mais alors elle arrivait à payer ses dettes. C'est comme ça qu'elle sait que le sport est important, que le sport peut aider. Et que le sport peut rapporter des choses. Actuellement, nous avons des problèmes, même au niveau des parents. Au niveau même des écoles, les répétitions anarchiques. Un joueur qui vient dans ton centre d'entraînement, quand il est au BBC, ou bien les maîtres organisent volontairement, autoritairement, ça dit des répétitions. L'enfant, ou les parents pensent que c'est le diplôme, alors que le sport aujourd'hui, un débouché. Donc il y a des problèmes partout pour le sport togolais. Les parents, l'État, les écoles.
les écoles, on ne organise même pas le sport. Faites une enquête en tant que journaliste. Prenez l'emploi du temps d'une école, que ce soit primaire, secondaire. Allez vous planter là-bas et regardez si pendant les heures de sport, les maîtres sortent les enfants. Ils font quoi alors? Hein? Allez, je dis faites l'enquête. faites l'enquête. Et vous saurez pourquoi. Tout cela, c'est ça qui concourt, c'est-à-dire au malaise du sport au Togo. Et en ce moment-là, Voulé qui était là, Voulé se promenait sur le terrain. Le ministre Voulé, excusez-moi, paix à son âme. Il se promenait sur le terrain. Il a créé M0, des gens, des sportifs qui n'avaient pas de diplôme, mais qui avaient de bons moyens techniques. Alors, il les a reconvertis en entraîneurs en leur donnant une formation. Non, les choses existent. Question devant les connaître. Mais ne pensez pas, vous journalistes, qu'on se lève un jour pour être unique. Non, le travail pour être un joueur de haut niveau, il faut faire au moins 8 ans, 12 ans de formation préalable. C'est après 12 ans de pratique que vous pouvez atteindre le haut niveau. Le haut niveau s'atteint à partir du 20 à 30 ans. C'est cette période là que vous avez l'excellence. Mais avant, vous devez commencer la pratique sportive entre 8 et 12 ans. C'est l'âge le plus favorable où on acquiert les acquisitions et, comment dire, physiques. La période plastique. Plastique. Vous dépassez à cet âge-là, vous allez déjà au-delà de 16 ans. Vous n'êtes plus malléable. Vous n'êtes plus malléable. C'est comme moi, je donne un exemple comme les tuteurs qu'on plante pour les plantes. Quand la plante est déjà robuste, là, vous le procurez. Là, c'est très jeune là qu'il faut planter les tuteurs pour les plantes. Tchanilé, oui, vous avez une explication pour cette question. Beaucoup se la posent. Le Togo extraordinaire sur ces qualifications-là, alors qu'on n'a pas de très grands joueurs, on n'a pas de très gros moyens, on n'a pas des infrastructures, mais quand même, en 58 ans d'indépendance, c'est peut-être un record d'ailleurs en Afrique, on va vérifier, se qualifier pour une Coupe du Monde des cadets, des juniors et puis seniors en 2006 et après, c'est la chute libre. Oui, si vous avez vu, ces qualifications n'ont pas été vraiment graduelles. En 87, le Togo s'est qualifié par la base, les cadets. Après 10 ans, est-ce qu'il y a une autre qualification qui a suivi? C'est après peut-être 20 ans. De 87 en 2006. Ça fait combien d'années? Oui, ça date, ça fait pratiquement 20 ans. Ça fait 20 ans. Donc, il n'y a pas eu de suivi. C'est pourquoi le doyen dit que c'est du pur hasard. Et il faudra le reconnaître. Le Togolais est quelqu'un qui aime plus se battre dans les difficultés. Et c'est ça qui a fait. Ah bon? Oui, le Togolais sait comment se battre dans la difficulté, sait se débrouiller. Si vous avez vu la qualification de l'équipe en 2006, ça a commencé en 2020. Non, j'ai dit en 2020. En 2000. Ça a commencé en 2000 avec Gueuler, le feu Gueuler. C'est à partir de là que ça a commencé. Gueuler est parti, je suis venu le remplacer. On m'a confié une équipe toute jeune, une équipe nationale locale, où les professionnels avaient fait grève. Et c'est à partir de là qu'on a bâti une équipe compétitive de haut niveau. Si vous voyez tous nos stars qui ont participé à cette Coupe du Monde, la grande partie étaient des joueurs du cru local. Donc c'est à partir de là que nous avons commencé à travailler. Avec quels moyens et sur quelle infrastructure? On s'entraînait sur le stade municipal. Le terrain de Kégué n'était pas prêt. Mais on se débrouillait. On n'avait pas d'équipement. On n'avait pas d'équipementier, on n'avait rien. Moi, en tant qu'entraîneur, je n'avais pas de salaire. On m'a signé un contrat avec 500 000. Qu'on n'a jamais respecté. Qu'on n'a jamais respecté. Pas un seul mois où j'ai reçu un sou. Je me suis débrouillé, je n'avais pas de voiture de fonction. Et nous sommes qualifiés à 2 journées de la fin des qualifications de la CAN. Vous parlez de la CAN 2002. Oui, sans encaisser de but. Devant le Sénégal, la Guinée.
Vous voyez? Donc, si nous voulons parler des infrastructures, 58 ans, nous n'avons rien fait. Rien, pas du tout. On n'a même pas eu un stade exemplaire. Mais vous savez, le stade de Kégué, non? Le stade de Kégué, pourquoi on le refait? C'est un stade qui a été mal bâti. Il n'y a pas eu de fouilles. Moi, je suis technicien de formation. Il n'y a pas eu de fouilles. Sur la pelouse, il y a des termites, il y a des fourmis et il y a des vers de terre. Sur une pelouse où une équipe nationale ou bien des équipes nationales vont jouer, on ne peut pas voir une fourmi. Cette pelouse était mal faite. Et à tout moment, on avait des blessés. Des trous, il y a toujours des trous. Il y avait des trous dans les vestiaires. Il y avait des termites dans les vestiaires. Le stade a été repris à 100%. On laissait ce stade au moins encore 5 ans. Un jour, au cours d'un match, le stade allait s'écrouler. Ah oui. Il n'y a pas eu de fouilles. Quand il y a les termites, quand la termitière quitte, ce qui veut dire qu'il y a un vide, la fondation est obligée de s'effondrer. Ouais. C'est comme ça. Quand il n'y a pas eu de fouilles, avant de faire une maison, c'est comme ça. C'est comme ça. Vous êtes dans les vestiaires, les joueurs s'échauffent, les crampons trous, les contreplaqués qui sont mis dans les vestiaires. Donc, c'est pour vous dire qu'on n'avait pas d'infrastructure. Et ce qui est regrettable, je pense que nous avons toujours mis les bœufs devant la charrue. Pourquoi je le dis ça? La charrue devant les bœufs. Pardon. Nous avons des techniciens de haut niveau. On a eu des Oscar Antonio, Charles, il y avait Amenda. Même que l'homme avait fait de beaux résultats. Bien sûr. Ils étaient là, ils avaient la compétence, mais on faisait venir des Blancs qui n'ont même pas leur niveau. Et on les payait cher. L'exemple est là. Le cas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons un Claude Leroy qui se comporte en vrai colon. Non, c'est un entraîneur. Il n'est pas un entraîneur. C'est pas un colon. C'est un colon. Il respecte qui? Dites-moi la vérité. Il respecte qui dans ses choix de joueurs? Est-ce qu'il écoute quelqu'un? Non, mais c'est lui qui prend sa décision. Non, quelle décision? Après tout, il y a une direction technique. Il doit être sous une direction technique. Mais il semble que la direction technique ne doit s'occuper que des jeunes, pas de la sélection Fagnon. Qui vous dit ça? Mais le directeur technique lui-même l'a dit. Bon, il l'a dit. Il ne se connaît pas. Il doit avoir un regard au niveau de tout ce qui se passe dans sa discipline. C'est ça qu'on appelle le directeur technique. Et l'entraîneur de l'équipe nationale doit être directement le collaborateur du directeur technique. Mais ça ne se passe pas ainsi. Claude Leroy ne dirige pas notre football comme ça. Il fait tout ce qui lui passe à la tête. Et c'est l'entraîneur le mieux payé. Nous n'avons pas des infrastructures. On prend 25 millions pour un encadreur. Pour 30 jours. Hein. Pour 30 jours. Qui ne travaille même pas des fois 3 jours. Et allez-y sur les stades de l'intérieur, vous allez voir, il n'y a pas de stade. Alors qu'avec 25 millions, dans chaque préfecture, au moins une fois par mois, on peut faire un bon stade. Oui. À Lomé, ici, on peut faire des espaces. On va dire une bonne pelouse. Une bonne pelouse. Pas un bon stade, une bonne pelouse. Une bonne pelouse. Oui. Donc, je pense que c'est du gâchis. Et la solution maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour corriger, pas seulement le football, mais pour donner définitivement un décollage à tous les sports ici? La solution maintenant, c'est de compter sur nos propres forces. De ne plus compter sur les sorciers blancs. Il n'y en a plus. Vous pensez que moi, en tant qu'entraîneur local, sans salaire, sans véhicule de fonction. C'était en 2000. Vous allez accepter ça encore aujourd'hui? Non. Non, je peux l'accepter, puisque on a un cas par exemple qui est là. Il y a Aïvi qui a été confié à une équipe nationale, junior, sans émulation.
On sait que c'est un fonctionnaire d'État, on ne pouvait pas lui faire un contrat. Mais il devait avoir des bonus. Voilà. Donc je vais vous dire, la solution aujourd'hui, c'est que les entraîneurs locaux soient pris en considération, qu'on leur donne une bonne formation pour qu'ils s'occupent de notre football. Et si vous voyez toutes les qualifications du Togo au CAN, il y a eu la main à 90%, des fois même à 100% des entraîneurs locaux. Même pour aller à la Coupe du Monde. Ce n'est pas un sorcier blanc qui est venu préparer nos équipes. Il y a eu la main de Kodjo Dimawena, il y a eu la main d'un certain Kanile Bana que je suis, il y a eu Stéphane Kessi qui est venu couronner tout ce que nous on a eu à faire. Donc je pense que au lieu de... Il faut faire confiance aux locaux. Il faut faire vraiment confiance aux locaux. C'est une des solutions. Et les soutenir. Et le plus souvent, vous m'excusez, c'est vous les journalistes qui nous avez un peu détruits. Non. En montant quand j'étais revenu de la CAN, le Togo était 9e au classement des 16 équipes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans ce studio, je suis en train de parler. Tchanilé n'a pas le haut niveau, il faut des entraîneurs de haut niveau, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on a amené un entraîneur chevronné de très haut niveau. La coupe de l'UEMOA, sur 8, le Togo a été 8e. À la CAN, sur 16, le Togo a été 16e. Et de surcroît, à la fin de ces deux compétitions, on a organisé une fête pour féliciter ce monsieur. Qui a organisé la fête? Mais ça s'est passé à l'hôtel du 2 février. C'est qui l'a organisé? Moi, je ne sais pas. Vous savez celui qui a organisé ça? Moi, c'est vous qui Mais je sais qu'il y a eu une fête qui a été organisée. Pour Claude Leroy. Pour le féliciter, parce qu'il a été félicité lors de cette fête. On a fait venir... Il est 16e sur 16 à la CAN. On a fait venir sa femme. On a fait venir sa femme pour ça. Et devant sa femme, on a chanté tous les éloges. Bien. On va donc, ça peut vous dire que notre football est toujours colonisé. Nous devons décoloniser notre football. Nous devons décoloniser notre football. Bien. Sincèrement. Et que, après le contrat de Claude Leroy, je ne suis pas contre les expatriés qui viennent entraîner nos équipes nationales. Après son contrat, je pense que on doit se pencher sur nos entraîneurs locaux. Ils sont jeunes, ils ont le temps d'apprendre et maintenant pour aller loin. Bien. Aristide Kouvidien, peut-être des approches de solutions. Des approches de solutions, mais avant, je voudrais peut-être rebondir sur des aspects de l'intervention du coach Tchanilé. D'abord, il a parlé de cette fête à l'hôtel de février. Je crois certainement que ce n'était pas en l'honneur de Claude Leroy, mais c'était plutôt une activité de la commission marketing de la fédération qui cherchait, n'est-ce pas, des sponsors. Donc, il fallait, par exemple, regrouper les opérateurs économiques autour d'une table. Mais qui on a félicité à cette rencontre? Bon, ça, c'est un autre débat, mais je crois que c'était une initiative de la fédération, pas le truchement donc, de la commission marketing. Bon, peut-être sur l'aspect Aïvi Ekwevi aussi, je crois que ce n'est pas forcément parce qu'Aïvi Ekwevi est un fonctionnaire qui peut ne pas avoir de contrat avec la sélection nationale des juniors. Il peut avoir bel et bien un contrat, mais dans le cas d'espèce, c'est parce qu'il y a un cas de force majeure qu'il faut gérer. Il a été sollicité pour pouvoir gérer une situation de dernière minute. Donc, je crois certainement qu'à ce niveau aussi, on ne va pas peut-être penser que donc, tous les fonctionnaires qui seront sollicités demain n'auront pas de contrat. Donc, c'est justement peut-être la clarification que je voudrais peut-être apporter à ce niveau. Alors, parlons bien évidemment des conditions dans lesquelles peut-être le Togo est arrivé à se qualifier pour 3 Coupes du Monde. Moi, je crois que c'était... il faut aller un peu plus rapidement pour aborder les solutions. Voilà, les solutions très rapidement. Je crois que les conditions, sinon les procédures qui ont conduit, n'est-ce pas, à cette qualification aussi nous ont énormément aidés. Je veux parler, par exemple, quand je prends la Coupe du Monde 2006, les éliminatoires ont commencé en 2004 et avant même que le Togo ne se qualifie, vous vous rappelez que c'était des éliminatoires combinés CAN et Mondial 2006. Et donc, dans ce groupe, c'était le premier qui était censé se qualifier pour la Coupe du Monde et le premier, deuxième pour la CAN égyptienne 2006. Donc, je crois qu'à ce niveau également, ce classement ou, disons, cette façon de jouer
aussi a contribué à ce que le Togo puisse se qualifier. Parce que si vous vous rappelez, depuis 90, le Togo ne se qualifiait pas. Oui, mais sur le continent, il y avait plus fort. Le Togo n'était pas attendu. Mais comment peut-on expliquer ça? Une coupe du monde des cadets, des juniors et puis... c'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Oui, puisque le Togo était dans un groupe. Le Togo était dans le groupe, par exemple, du Mali, du Sénégal. Voilà. Et donc, je crois que ces équipes aussi étaient de grandes équipes. Sauf que la façon de jouer, c'est-à-dire la façon de se qualifier, était, disons, un élément essentiel qui a permis à ce que le Togo puisse se qualifier. Si, par exemple, on devait jouer à part les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2006 et jouer également... C'est la formule mise en place qui a aidé le Togo en ce sens. Parce que le Togo avait également des joueurs qui pourraient véritablement rivaliser avec les joueurs sénégalais et maliens. Et également, il y a un autre aspect. Le Togo avait une équipe où forcément on avait un gardien qui représentait à peu près 50% de l'équipe. Je voudrais parler d'Agassa Kossi. Quand vous prenez un peu le parcours d'Agassa Kossi, vous voyez comment il est arrivé en équipe nationale. Sur cette rencontre, des éliminatoires livrés face au Maroc, où il y avait le remplaçant de Nibombe Wake qui se trouve être Takore Simala, qui a été remplacé parce qu'il avait encaissé 3 buts en première partie. Et donc, vous avez vu qu'avec cette détermination avec laquelle Agassa était donc dans cette sélection, ça a permis à ce que nous puissions avoir un gardien de but qui représentait 50%. Aujourd'hui en Afrique, lorsque vous avez une équipe nationale avec des binationaux, avec par exemple quelqu'un ou un gardien de but qui représente 40 ou du moins 50%, c'est que vous partez déjà avec la faveur des pronostics. Bien, pour vous, c'est ça. Maintenant, les approches de solutions pour... Les approches de solutions, mais également au niveau de cette CAN, enfin ce mondial des cadets en 2007, le Togo n'a pas participé aux éliminatoires. Le Togo a abrité la compétition, donc d'office était qualifié pour cette Coupe d'Afrique, disons en 2007. Donc c'était les 2 ou les 4 finalistes qui devaient, enfin les 4 dans le carré. Oui, le dernier carré. Le dernier carré qui devait représenter l'Afrique. Et donc vous voyez que c'était aussi facile à ce niveau. Donc ça n'a pas été forcément un travail de titan à ce niveau pour peut-être permettre au Togo donc de se qualifier. Rapidement, parlant de solutions aujourd'hui, moi je crois que on peut toujours avoir cette chance-là de retrouver le haut niveau. Bien évidemment, vous avez vu ce qui s'est passé avec le club l'Est Togo-Port sur le continent. Et là aussi, c'est la formule qui nous a aidés en quelque sorte. Parce qu'avec l'arrivée d'Ahmad Ahmad, il faut simplement évoquer qu'il n'y a plus les 8e de finale. Parce qu'auparavant, il fallait, après les 16e de finale, se qualifier pour les 8e de finale. Et là, par exemple, on serait obligé de rencontrer le WAC, par exemple, le tout-puissant Mazembe, des grands clubs qui avaient des moyens qui pourraient quand même nous barrer la route. Donc, je crois que cette formule également cette année nous a aidés. Mais au-delà de ça, il faut quand même préciser que, au-delà de la formule mise en place pour les compétitions, il faut quand même qu'on prépare les compétitions et qu'on n'attende pas la veille d'une rencontre pour pouvoir se mettre au travail. Le Togo, pour pouvoir se qualifier au mondial, pour le mondial 2006, n'a pas attendu la veille pour pouvoir se préparer. Tchalile Bana l'a dit tout à l'heure, c'était un travail qui a commencé depuis. Une des solutions pour travailler, il faut travailler dans la durée. Il faut travailler dans la durée. Oui. Et donc, je crois que c'est en cela qu'on pourrait quand même trouver une solution pérenne pour l'évolution de notre sport. Et au-delà également, il faudrait quand même que nous puissions mettre les moyens. Mettre les moyens, vous allez me dire que quand vous parlez par exemple de l'équipe nationale ou encore d'autres équipes, on met énormément de moyens. Mais est-ce qu'on met le moyen pour avoir des résultats où on est en train d'être, où nous sommes dans une dynamique où on nous dit nous sommes dans une reconstruction totale. Si nous sommes dans la reconstruction, alors donnons-nous comme objectif, dans 10 ans, le Togo doit se qualifier pour une nouvelle Coupe du Monde. Si, par exemple, c'est un objectif à long terme ou à moyen terme, donnons-nous véritablement les moyens. Au lieu, par exemple, de gaspiller de l'argent à chaque fois pour dire, bon, on met de l'argent pour tel sport et en fin de compte, on ne retrouve pas de résultats. Pour finir, peut-être, il faudrait quand même que nous ayons une politique sportive, une véritable politique sportive pour une meilleure représentation du Togo lors des compétitions internationales. On ne va pas peut-être parler du football simplement. On va peut-être parler de la boxe, on va peut-être parler donc du volleyball, du handball, du tennis, du basketball, etc. Parce que rappelez-vous, même aux Jeux de la francophonie, la dernière fois, le Togo est revenu avec une seule médaille de bronze. Alors qu'il y a de cela quelques années, même aux Jeux africains de Brazzaville, le Togo était revenu avec 3 médailles. Ça veut dire que peut-être pour les prochains Jeux, on pourrait revenir où on peut ne pas avoir de médailles. Donc ça veut dire que c'est très grave et on doit nécessairement avoir une politique sportive. Est-ce que nous participons forcément aux compétitions pour aller gagner des médailles ou nous y allons
dans cette optique ou dans cette vision de Pierre de Coubertin qui dit l'essentiel est de participer. Moi, je crois que cette idée est révolue. Nous devons d'ores et déjà, disons, préparer l'avenir de nos athlètes en ayant des objectifs et en ayant une politique sportive qui puisse véritablement leur permettre d'avoir une représentation meilleure lors des compétitions internationales. Bien. Charles Panou, vous avez pratiqué le volley, vous avez été même dans les structures les plus importantes du football togolais. Aujourd'hui, quelles peuvent être les approches de solutions pour sortir le sport togolais de son état actuel, pour lui permettre d'avoir un développement définitif? Oui, mais je crois qu'il faut réunir les techniciens. Par exemple, demander, former des gens et qui ont le niveau de discuter valablement, qui peuvent proposer des approches de solutions. Et je vous dis que ces approches de solutions existent déjà. On a tenu des états généraux de sport. La politique nationale tenu tout dernièrement. Et maintenant, bon, on s'est réunis à Palimé pour faire des propositions. Les documents sont là. Il faut les prendre et les actualiser et les mettre en pratique. Et les mettre en pratique. Et je crois que ça ne veut pas dire qu'on ne connaît pas ce qu'on doit faire. On a dit qu'il faut décider combien on va mettre à la disposition des fédérations. Quels sont maintenant, il y a une politique, on dit convention d'objectifs. Et un ami tout à Kaka disait, on dit on signe, mais on n'a rien à la fin. On n'a rien à la fin. Alors, est-ce que c'est... Je ne sais pas. Ça part où cet argent? Bon. Est-ce que l'argent a été débloqué? Et avant, quand nous on jouait au temps de volley, chaque fédération, au début de l'année, avait son budget viré directement dans le compte bancaire de la fédération. Et la fédération sait ce qu'elle peut faire avec cette somme d'argent. Et ça marchait. Mais si on pourrait faire la même chose, mais avoir un regard de contrôle. Mais quand les gens prenaient par exemple ce qui a été fait pour... C'était en Afrique du Sud, non? La Coupe du Monde, le Togo a participé. On a fait un outil pour sortir les comptes, là, c'est avec des difficultés. On fait des trucs, il y a de l'argent qui manque, on ne demande de compte à personne. La CAN 2010 en Angola où le Togo n'a pas joué. Oui, voilà. Donc vous voyez... Les 2 milliards se sont volatilisés. Que vous voulez... L'État a sorti l'argent, n'est-ce pas? L'argent est parti où? Et pourquoi l'État ne demande pas? C'est à vous, journaliste, que moi je dois poser la question. Oui. Cette question, ce n'est pas mon niveau. Moi, je suis un homme de terrain, un technicien qui propose. Mais je ne suis pas allé dans les sphères de décision où il faut c'est ça le problème. Et je crois que parfois, il faut demander à ce que les vrais passionnés du sport aussi aillent dans ces sphères où ils peuvent décider. Vous voulez avoir la capacité de décider, de défendre, de parler. Bon, il a aidé le sport. Maintenant, qui aide le sport? Qui plaide? Bon, le président là, on dit, il décide, on donne les moyens. Ceux qui s'accaparent, ceux qui gèrent, ils font comme il faut. Oui. En athlétisme, par exemple, aujourd'hui, lorsque vous prenez la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a quand même les femmes... Oui. J'allais parler de José Marie Talou, Muriel Aouré, qui font partie des femmes les plus rapides de ce monde, sur 100 mètres et 200 mètres. Mais le Togo, on a des difficultés à ce niveau, mais des athlètes togolais ont fait le même centre de Dakar. Mais qu'est-ce qui fait que ça leur manque quelque chose? C'est quoi? Quand vous vous entraînez aussi, il y a la participation aux compétitions internationales. Non seulement on prépare une équipe pour aller aux compétitions, mais on prépare les équipes pour les compétitions. Et ça se fait uniquement par la participation des compétitions. C'est ce que j'ai dit. Vous participez, quand je suis dans les centres des cadets, vous faites un entraînement pour vous préparer et vous allez pour un objectif. Je dis, mais compte tenu de nouveau que nous avons du temps, nous ne pourrons qu'occuper cette position. Et vous allez à cette compétition internationale mondiale pour vous évaluer. Au retour de cette compétition, en tenant compte de la position et en tenant compte des équipes que vous avez rencontrées, du niveau actuel de votre discipline, là, vous fixez encore un autre objectif et vous vous mettez au travail. Et après un temps donné, vous devez participer encore à une compétition. Ça, avant, je vous donne un exemple. J'avais dit à un dirigeant sportif que moi, je ne suis pas venu parce que je dois aller entraîner. Il dit, mais est-ce que vous vous préparez pour aller en entraînement? Pour lui, il croit qu'on va à l'entraînement sans une préparation. Actuellement, l'entraînement est scientifique. Il faut une préparation, c'est pour cela qu'il y a les préparateurs physiques, il y a les masseurs, les kinésithérapeutes, il y a tant de départements qui concourent à la formation d'un futur champion.
Et on connaît tous ces départements. Quand vous mettez un entraîneur, vous ne le payez rien. Est-ce qu'il est motivé? Pas du tout. Il doit aller, quand il doit aller sur l'Internet, ou bien il doit téléphoner. Il faut qu'il soit à l'aise. L'argent, c'est-à-dire ne fait pas le bonheur. L'argent contribue à avoir les résultats. Donc, c'est dommage. Nous, actuellement, je vous dis que je suis résigné. Je dis ce qu'on doit faire, on le sait. Et c'est pour cela que je vais au niveau j'ai créé un centre avec des jeunes du quartier pour les former. Un jour, quand nous allons travailler d'une manière adéquate, peut-être qu'ils auront la chance. Et il y a déjà certains qui participent aux compétitions internationales. Mais on connaît, mais on ne fait... les jeunes actuels, moi je suis à la retraite, je donne encore de mon expérience. Mais les jeunes qui mettent leur avenir dans le sport, mais c'est triste pour eux. Ils ne peuvent même pas travailler, mais ils ont le Togolais est très généreux dans le fort. C'est ce que disait Tchanilé quand il dit qu'on fait beaucoup de sacrifices. Et dans toute l'Afrique, la générosité du Togolais dans le fort a fait des sacrifices, c'est reconnu. Avec le peu de moyens que nous avons, on fait des miracles, on fait des merveilles. Bien. On va parler de la finale de cet après-midi. Koroki Gomido, Tchanilé Bana, qui est favori? Bon, pour ce match, je ne donne pas de favori parce que nous sommes en cours de championnat où les deux équipes s'étalonnent les titres. Gomido étant deuxième, qui est en premier. Donc, je pense que c'est 50-50. C'est 50-50. C'est une très bonne finale. Et que pour moi, c'est le plus lucide devant les buts qui va remporter la coupe. Oui. Aristide, vous, qui est favori? Bon, vous savez, ce serait très difficile, par exemple, de dire telle ou telle équipe est favorite donc, pour remporter cette coupe de l'indépendance. Mais je crois certainement que ce sera, en tout cas, un duel de titans. C'est un choc de titans simplement parce que vous voyez le niveau de ces deux équipes. Et surtout avec la détermination qui anime les états-majors de ces deux formations, on espère véritablement que ce sera une très belle rencontre. Mais au-delà de ça, moi je m'attends peut-être à une séance de tir au but. Et sur cet aspect, je crois que les deux gardiens vont devoir départager les deux équipes. Je vois peut-être à la fin, pour ne pas peut-être faire de jaloux, parce que moi je n'ai pas de club en première division ni en deuxième division, je ne supporte aucun club. Mais je vois peut-être une équipe de Gomido de Kpalimé passer, surtout avec un bon gardien, si et seulement si on arrivait à cette étape donc de tir au but. Mais Koroki, Métété de Tchamba, a toujours les moyens de gagner lors des 90 minutes. C'est un duel à suspense. On attend de voir ce que ça va donner. Mais l'essentiel, c'est que l'une des deux équipes partira de toutes les façons avec le trophée. Oui, rapidement, vous prononcez sur cette histoire de corruption avec ce membre du COMEX, Lawson Maoulé, qui aurait voulu tenter les arbitres d'un match de Coupe d'Afrique des clubs. Oui, vous savez, c'est une affaire qui vient s'ajouter à ces nombreuses affaires, en tout cas qui ternissent l'image de notre football. Mais jusque-là, oui, les juristes vous parleront peut-être d'une certaine présomption d'innocence, puisque l'intéressé lui-même, il n'a pas encore réagi pour avouer les faits. Mais de toutes les façons, je crois que si les faits sont avérés, en tout cas, corriger cette erreur sera quand même le minimum vital. En ce sens que l'intéressé sera sanctionné. Parce que moi, je ne vois pas une autre sanction, en tout cas beaucoup plus sévère que la radiation de toutes les activités liées au sport. Parce que, oui, on parle d'affaires d'argent, surtout de monnaie sonnante et trébuchante avec des dollars. On ne parle pas, peut-être ici en termes de CFA, on parle d'une affaire de 10 000 $ à peu près. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Mais si... Ce n'est pas aussi beaucoup. 10 000, ça fait 5 millions. Oui, c'est beaucoup pour le Togolais. Oui, c'est beaucoup pour le Togolais. Oui, peut-être pour ceux-là qui sont concernés, on peut ne pas dire que c'est autant d'argent. Mais cela aura certainement, en tout cas, des conséquences sur le football togolais. À l'extérieur, on ne nous prendra plus au sérieux.
Ça veut dire que lorsque les Togolais seront encore désignés comme commissaires de match pour certaines rencontres en Afrique, on sera obligé d'être surveillés comme de lait sur le feu. Nos arbitres n'auront pas en tant que tel une certaine crédibilité parce qu'on se dit, oui, si le commissaire au match arrive à se comporter de cette façon, ça veut dire forcément que même au pays, les arbitres dans leur championnat sont passés par là. Mais moi, je crois également que c'est une histoire qu'il faut prendre véritablement au sérieux, situer les responsabilités et s'il le faut, bon, la fédération, moi à mon avis, la fédération ne devrait pas peut-être attendre une décision ou encore une autre réaction de la CAF avant peut-être de réagir. C'est vrai que depuis un moment, l'information circule sur les réseaux sociaux, relayée par la presse locale. Il faudrait peut-être que la fédération puisse sortir déjà un communiqué pour situer l'opinion en disant que bon, si les faits sont avérés, bon, qu'est-ce qu'il faut faire, etc., etc. Parce que c'est une question d'éthique. Bien. L'éthique demande à ce que lorsque ces choses arrivent, il faudrait quand même que l'intéressé même puisse démissionner. Vous dire. Oui. Voilà. Vous avez eu l'information, Chani Lebana, vous comprenez ça? Bon, moi, depuis un certain temps, puisque je suis aussi une victime par rapport à cette affaire de corruption, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai eu aucune notification réelle de la FIFA par rapport à cette sanction qu'on m'a infligée, sans m'avoir écouté. Donc, je pense qu'il y a la présomption d'innocence et on doit écouter l'intéressé, on doit l'écouter et voir sa version des faits. Donc, je pense que lui, il a au moins une chance d'être d'être écouté. Vous savez, au Togo ici, c'est nous-mêmes qui voulons le malheur de nos propres frères. Je donne mon cas, je pense que mon cas a été fabriqué depuis notre fédération. Oui, je l'ai dit très bien, c'était une vengeance que Antoine Fouli a pris sur ma personne. Pourquoi? Vous lui avez fait quelque chose? Bon, vous savez, l'affaire de Barret, nous étions les compagnons de misère de la prison de Lomé. Oui. Donc, il n'a pas du tout digéré que nous puissions mettre son nom dans les faits. Mais je pense que le temps nous donnera raison, puisque une sanction à vie, sans avoir écouté la personne, je pense que l'ancien bureau de la FIFA a fait une erreur. Ils ont fait une erreur, et c'est parce que moi, je suis africain, qu'ils ont pris cette décision sans m'avoir consulté, sans m'avoir écouté. Si c'était un entraîneur ou bien un officiel européen, ils allaient avoir au moins 12 ou 13, 14, même voire 20 avocats derrière. Mais moi, étant africain, togolais, je pense que ça a été inaperçu. Donc, votre affaire aussi est toujours sur le tapis? Non, pour moi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut jamais sanctionner une personne sur les médias. Quand une personne a une sanction, on la lui notifie. Je n'ai pas encore eu aucune notification de ma fédération parce que la sanction court déjà 1 an et demi, alors qu'après 1 an, en matière de sanctions sportives, après 1 an, sans suite, la sanction... L'affaire est classée. L'affaire est classée. Bien. Nous allons voir les auditeurs. Vous voulez réagir? Oui, mais je crois que la fédération peut, disons, organiser une réunion, peut convoquer, je voudrais dire, une réunion extraordinaire pour écouter l'intéressé et prendre peut-être une décision s'il arrivait que l'intéressé avoue avoir été coupable donc de ces faits qui lui sont reprochés et prendre une décision qui va peut-être honorer notre football en matière d'éthique. En attendant la sortie de la CAF. Et aussi, je comprends que dans matière d'instruction, le meilleur interlocuteur n'est pas la presse ou peut-être les auditeurs, mais le juge d'instruction à qui il doit peut-être avouer si oui vraiment il a été coupable ou pas. On va vers les auditeurs, Anas. Peut-être qu'ils s'en foutent éperdument des Togolais. Ces jeunes qui sont allés même en finale. C'est une première. Pourquoi on n'a pas su garder cette équipe? Mais vraiment, ça fait honte. Non, arrêtons des comédies. Crions directement au sommet que c'est comme ça ne va pas. Point de vue. Les auditeurs. Et le premier s'annonce. Allô? Bonjour, monsieur Franck Mounyama. Bonjour, Kpadé, comment vous allez? Je vais
bien. Et chez vous? On rend grâce. Alors bonjour à vous, bonjour à tous ceux qui sont en studio. Très bien, ils sont à l'écoute. Allô? Il y a un petit problème avec Padé. Oui, ça va? Allô? Oui, allez-y. Oui, il y a un petit problème avec le téléphone. Oui, c'est bon, ça peut aller. D'accord. Moi, je voudrais venir sur le match Atleta et Amis du Monde. Ce qui s'est passé la dernière fois sur le stade de JCA, c'est pas bien. Alors la fédération doit prendre une décision pour sanctionner celui qui est à la faute. Et je dis aussi bonne chance à Gomido et Koroki. Oui. J'aimerais que le chef de assiste ce match pour renforcer les enfants. Est-ce que le Franck Munyama serait sur le terrain le 1er mai? Bien sûr. Ah, d'accord. Ça, c'est sans faute. Allez, bonne journée. Oui, à très bientôt. Excellent week-end. 22 37 73 50 22 48 93 31. Quelqu'un derrière Padé, oui. On est en train de s'occuper de lui. On va la voir dans quelques instants. Allô? Bonjour. Bonjour, cher ami. Votre nom? CR7. CR7, comment vous allez? Oh, très bien. Tout va bien. On vous écoute. Bon, moi, mon problème concerne le côté arbitrage. Oui. J'ai l'impression maintenant, partout, on parle de l'arbitrage. Donc, si Baba Toulé est à côté de vous, je lui demande pardon, ils n'ont qu'à essayer de voir ce côté-là. Et je dis bonne chance à tous ceux qui vont jouer la finale aujourd'hui. Que le meilleur gagne et que le faire règne sur le terrain. Bonne journée à tout le monde. Merci, à très bientôt. Excellent week-end. 22 37 73 50 22 48 93 31 pour avoir accès à cette émission Samedi Sport sur Sport FM, la référence sportive. On va pouvoir prendre le troisième auditeur de ce jour. Allô? Ouais, bonjour Lomé, bonjour Sport FM. Oui. Bonjour Munyama Franck. Bonjour, votre... à tous ceux qui vous entourent là-bas. Le Barcelonais. One love le Barcelonais. Le show même. Oui. Ouais, non, toujours vous encouragez. Ça fait longtemps que je n'ai plus fait cette émission. Et toujours vous féliciter. Merci. Et dire bien des choses à mon équipe de Gomido qui va gagner aujourd'hui. Très bien. Allez, bonne journée, bon week-end. Bonne journée à vous également. Excellent week-end. À très bientôt. On verra bien si Gomido fera l'affaire cet après-midi et va gagner cette Coupe de l'Indépendance. 22 37 73 50 22 48 93 31 pour pouvoir discuter avec nous, faire des propositions, apporter vos contributions. Allô? Allô? Bonjour, Épervier. Bonjour. Oui, Franck, bonjour. Oui, comment on va? C'est pour vous saluer. Merci. Saluer mon frère Kani Lebana qui est là-bas. Oui. Bienvenue, Kozo. Maman. C'est pour saluer tout le monde là-bas. Oui, merci. Et vous dire qu'on n'a qu'à dire à notre fédération de revoir ce que Kani Lebana et M. Abrao avaient fait. Et ça allait bon. Et il nous a amené un entraîneur de bas niveau. Et ça ne va pas. Et tout ce que mes frères qui sont là-bas ont parlé, c'est de la vérité. Donc que Dieu nous donne la chance pour que nos grands frères qui sont au haut du tableau, ça n'a qu'à savoir que normalement on doit aller devant avec leur volonté. Parce que s'il ne dit pas que ça n'a qu'à aller, ça ne peut pas aller. Donc, c'est pour saluer tout le monde là-bas. Merci. Et saluer mon Latif. Oui. Et monsieur Nessa Niamé. Et et les autres. Oui. Et les autres. Merci. Bye bye. À très bientôt. Épervier depuis Kégué. 22 37 73 50 22 48 93 31 pour Samedi Sport. Vous avez encore le temps de nous joindre et de pouvoir entrer en ligne et échanger avec nous sur, on va dire, un sujet de votre choix. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, cher ami. C'est M. Panté. Monsieur Panté nous appelle d'où?
Agoué. Agoué, ok, nous vous écoutons. Je voudrais d'abord saluer tous ceux qui sont autour de la table. Oui. Et ce n'est pas pour faire leur apologie. J'ai fait la direction des sports. J'ai eu à enseigner Danile Bana à Agnier. Oui. Le meilleur des voleurs que j'ai connu au Togo, c'est Charles Panou. Oui. Et je dirais en sport, sinon, on ne peut pas prendre un voleur pour qu'il soit secrétaire général du football. Oui. Et je me suis déplacé également avec Kaka à Alger, dont il a parlé des magistrats que nous avons eus. Oui. Alors, félicitations. Je voudrais les encourager. Oui. Ayant fait la direction des sports pendant 10 ans, je connais également l'entraîneur au niveau de l'ILCS. Oui. Merci pour tout ce qu'ils font. Qu'ils continuent. Félicitations. Bonne journée, bonne émission. Merci, Monsieur Panté. Ça nous fait plaisir de vous avoir. J'espère qu'on aura l'occasion de vous avoir comme invité en studio. Vous avez beaucoup de choses à nous dire, forcément. Merci beaucoup. Allez, à très bientôt. Excellent week-end. 22 37 73 50 22 48 93 31 pour pouvoir participer à cette émission, composer ces deux numéros pour voilà, échanger avec nous et faire des propositions pour la bonne marche du sport togolais dans son ensemble. Voilà, 58 ans après, 58 ans d'indépendance, après... Que peut-on dire du sport? On en a débattu ce matin en studio. Vous également, vous pouvez avoir des choses à dire pour permettre à ce sport de décoller définitivement. Voilà pourquoi nous attendons vos coups de fil. Naturellement, vous pouvez avoir d'autres sujets. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, nous sommes Franck. Oui, cher ami, votre nom? Oui, c'est M. Nkocho Yeki. Monsieur Nkocho. Yeki. Ouais. De quel quartier déjà? Oui, c'est à Blogamé. À Blogamé. Oui. Nous vous écoutons. Après 50 ans d'indépendance, on se pose la question, est-ce que nous sommes indépendants en matière de football? Parce que si on voit toutes les fédérations qui sont arrivées à la tête de notre football, on sent qu'ils ne sont pas libres, ils n'ont pas la main libre pour travailler. Vous voyez, donc vraiment, il faut que les premières autorités pensent à cela pour laisser les fédérations à mieux travailler. Et puis, je souhaiterais aussi que vraiment, que le problème de mon grand frère Tchanil soit décelé pour qu'il reprenne vraiment les activités sportives. Ça m'inquiète trop. Je vous remercie. Merci également à vous, Nkochoyenke, depuis Ablogame. À très bientôt. Excellent week-end et peut-être bonne fête encore de l'indépendance. C'était juste hier. Le week-end est très long pour vous. C'est sûr que vous faites la fête là où vous vous trouvez. Vous avez aujourd'hui, vous avez demain, vous avez lundi, vous avez mardi. Et ce n'est que mercredi que les travaux ou bien le travail reprennent. Allô? Oui, allô, Sport FM? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Franco Mignama. Oui, votre nom? C'est monsieur Dadi Kokou depuis Agolvé. Oui. Oui, j'aimerais vous faire deux propositions. Oui, si tous les entraîneurs du Togo prêtaient leurs meilleurs joueurs, au moins un ou deux meilleurs joueurs à l'AS Togo Fort, ça ferait du bien pour les séances futures. Ce n'est plus possible actuellement. Ah bon, d'accord. Une seconde proposition. Oui. La JST et l'association des entraîneurs. Oui. Et si il allait voir monsieur le président de la République à propos de notre actuel entraîneur là, Claude Leroy, et lui dire que ce qu'il nous a fait, le cadeau qu'il a donné aux Togolais, c'est bien. Mais le gars ne peut plus continuer. Car il ne fait pas du bien au football. C'est une proposition. Ok. Proposition. Les décideurs sont certainement à l'écoute. D'accord, merci. À très bientôt. Excellent week-end, oui. Quelqu'un derrière Dadi depuis Agbelouvé. On va pouvoir vous rappeler le numéro, sinon les numéros 22
37 73 50, 22 48 93 31 pour pouvoir échanger avec nous. Nous avons encore le temps pour une personne. Si elle réagit, on prend. Autrement, on va mettre fin à ce rendez-vous. On sait que depuis 9 heures, on était ensemble. On a parlé sport depuis les 58 dernières années. Qu'est-ce qui a pu, ou bien qu'est-ce qui a pu expliquer, on va dire, cet état dans lequel se trouve le sport togolais dans son ensemble. Chacun des invités a donné son point de vue. On a essayé d'analyser. Allô, on reçoit le dernier auditeur. Allô. Oui, Franck, bonjour. Bonjour, cher ami. Mohamed. Oui, c'est Mohamed. Vraiment. Oui, comment vous allez? Je vais bien. Très bien. Alors, on vous écoute. Bon, la question de finance annulée. Ce que je ne comprends pas, depuis, on dit qu'il est sanctionné. On me dit qu'il n'a pas eu de notification. Oui. Bon, il doit faire quoi en tant que grand entraîneur? Est-ce qu'il ne doit pas prendre un avocat? Il n'a pas les moyens de prendre l'avocat. Et lui, il n'a qu'à réagir. Si vraiment il ne s'accuse de rien, il n'a qu'à réagir. Il n'a qu'à prendre un club, commence par entraîner. Et on va voir quelle sera la réaction de la FIFA. Mais s'il est là, il doit servir le football. Et on a besoin de lui. Mais s'il est là, les bras croisés, tout en disant qu'il n'a pas de planification et il ne fait rien, vraiment, bon, c'est un peu trou. Vous ne comprenez pas. Il est là, il est vivant, il est bien portant. Il n'a qu'à éclaircir la situation pour qu'il évolue. Merci beaucoup, Mohamed.